Coucou les minous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons bien, parlons cul, épisode 3, où je vais vous parler de mes 10 avis impopulaires à propos du sexe. C'est parti. Attention, expérience interdite. Pénétration. Chatte. Lâche, pénis. Cunilingus. Eh bien les petits loups, c'est officiel, le podcast est de retour. Alors, je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est plus entendu. Tout simplement, en matière de podcast comme en matière de sexe, je pense que quand on le sent pas, il faut pas le faire. Et c'est ce que j'ai fait. Je le sentais pas, donc je l'ai pas fait. Voilà. Mais je suis quand même très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai hâte d'avoir vos avis sur le sujet. Je pense que j'ai pensé à des trucs que vous pensiez pas. On va savoir tout de suite. C'est parti. Alors, on va parler de mes 10 avis impopulaires à propos du sexe. Mes avis impopulaires, en gros, ça veut dire ce que je sais que je partage avec peu de personnes. Pour en avoir parlé autour de moi, souvent les gens me disent « Ah bon, toi t'aimes ça ?» ou « Ah bon, toi t'aimes pas ça ?» Et donc je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle parce que je pense qu'une des choses qui nous met des problèmes dans le sexe dans la vie, c'est la culpabilité. Et que donc si je peux vous enlever un tout petit peu de culpabilité ce soir de « Ah bon, t'aimes pas ça ?» Eh ben tu sais quoi, c'est pas grave. Et ou peut-être t'aimes ça, et peut-être t'es la seule à aimer ça, et c'est pas grave non plus. Vive les particularités, les spécificités, les trucs que le dit pas aux autres, mais en fait on le fait. Parce que c'est ça qui est le plus gai au final. Ensuite, ma grosse question c'est suis-je la seule ou suis-je pas la seule ? Dites-moi. J'ai très envie d'avoir vos avis sur le sujet et de voir que peut-être je me sens seule et qu'en fait je le suis pas. On va voir. Et si je suis la seule vraiment à penser ça, y a pas de problème. Je vous oblige pas à penser comme moi. Vous avez le droit d'être absolument pas d'accord avec moi. Voire même je vous encourage, c'est tellement plus drôle. Toutes mes copines, mes potes, tout le monde me parlait de sodomie, me disait ah ouais non c'est trop cool, une fois par semaine. Et j'étais là mais what ? Pour cet épisode, je me suis basée sur 3 choses. J'ai mis un sondage sur Instagram et Facebook. Alors ce sondage ne représente absolument pas les Belges, tout simplement parce que fatalement les gens qui me suivent sur Insta et sur Facebook sont des coquins, sinon ils ne me suivraient pas. Donc fatalement c'est un avis légèrement biaisé, mais c'est pas grave. C'était juste pour savoir si vous aussi vous pensez ça ou autre chose. Ça m'a bien amusé de voir vos réponses. Je me suis aussi basée sur un livre qui s'appelle Jouir, en quête de l'orgasme féminin par Sarah Barmack, qui est une Canadienne. D'un côté je vous le conseille, d'un côté je vous le conseille pas. D'un côté je vous le conseille parce que Sarah Barmack, elle va faire dans son livre tout un répertoire d'études en fait sur plusieurs questions. La grosse question qu'il a pour chasse, c'est est-ce que le sexe est vraiment si compliqué qu'on le croit ? En tout cas le sexe féminin, on dit que l'orgasme féminin est compliqué. Elle va compiler un certain nombre d'études à ce sujet. Non, c'est pas plus compliqué qu'un autre, mais elle va vraiment s'appuyer sur des chiffres, ce qui veut dire que il faut un peu se farcir des chiffres, quoi. Elle a compilé des recherches de ces 20-30 dernières années et elle va en tirer des conclusions. C'est intéressant, mais il faut aimer le sujet. Je vais vous en lire des petits extraits, j'ai mis des choses de côté de toute façon pour vous donner une petite idée. Et enfin, troisième chose sur laquelle je me suis centrée, tout simplement des personnes ont réagi, m'ont envoyé des vocaux. Je vous remercie comme à chaque fois de me faire confiance. Bien entendu, c'est absolument anonyme. Rentrons dans le vif du sujet. Premier sujet, c'est pour moi, la levrette, c'est complètement surestimé. Penchons-nous sur des statistiques. Une étude IFOP a démontré que c'est la levrette qui est la position préférée aussi bien des hommes que des femmes. Donc 37% des hommes disent que c'est leur position préférée et 31% des femmes, avec ensuite le missionnaire et ensuite Andromaque, donc avec la femme au-dessus, mais qui ont beaucoup moins, donc qui ont 26% et 14%. Donc la levrette arrive en toute première position. Et personnellement, j'ai jamais compris cet engouement. Je déteste la levrette pour plusieurs raisons. Je pense que déjà c'est inconfortable au possible, tout simplement parce que soit on le fait sur le sol et honnêtement j'ai mal aux genoux, voire même si vous avez le malheur d'avoir un tapis ou de la moquette, Dieu nous préserve, de moins en moins de moquettes dans les maisons, c'est tant mieux, mais on peut même avoir les genoux rougis, et déjà ça je supporte pas. Si on le fait pas par terre, si on le fait sur un matelas, moi je tangue un peu et donc c'est pas complètement stable, je suis mal foutue. Deuxièmement, j'ai la tronche dans l'oreiller, ça me plaît pas. Moi j'aime bien pouvoir bien respirer, pouvoir bien jouir et c'est mort. Alors oui, vous me direz, tu peux te tenir sur tes bras. Ouais, mais en attendant, faut se taper le poids de son partenaire qui appuie contre son dos. Et moi, ça me tue. Mais vraiment, je déteste ça. Et enfin, tout simplement, j'ai un problème d'angle. C'est-à-dire que, au final, l'angle, je peux pas tellement le varier. Je peux me pencher plus en avant pour être plus basse, mais c'est difficile d'être plus haut. Ou alors, faut vraiment que je fasse fonctionner mes abdos ou que mon partenaire me tienne par derrière. Ça devient un truc super compliqué. Moi, ça m'emmerde. Je comprends
comprends qu'elle est fort représentée dans le porno et que donc c'est une position à laquelle on vient assez naturellement. Moi, je préfère la levrette debout. Je préfère par derrière, bien sûr. C'est très cool d'avoir la stimulation par derrière, mais je préfère debout parce que comme ça, moi, je peux gérer l'angle, je peux me mettre plus debout ou plus penché en avant, m'appuyer contre un mur ou m'appuyer contre quelque chose. Je n'ai pas mal aux genoux, j'ai pas la tronche rayée. Si je suis debout, appuyé contre quelque chose, je tangue pas du tout. Et alors, il y a tous ceux qui vont me dire, oui, mais il y a un problème de taille. C'est-à-dire que quand on est debout et l'autre partenaire debout aussi, il faut déjà faire la même taille. Non, les amis. Ikea a créé un truc incroyable, ça s'appelle une marche. J'ai une marche pour baiser. Oui, c'est comme ça. La seule possibilité pour laquelle je peux trouver la levrette un tout petit peu cool, c'est quand on fait la levrette avec les jambes croisées, où là, je trouve ça un tout petit intérêt. Mais bon, vraiment, c'est pas celle vers laquelle je vais revenir. Que dit le sondage ? Eh bien, pour vous, oui, la levrette, c'est votre position préférée. Apparemment, 64% des gens qui ont voté choisissent la levrette. Pour 36%, c'est pas plus qu'une autre. Et puis, j'ai 0% bof et 0% hors de question. Donc, vous pratiquez tous la levrette, bande de coquins, et la plupart du temps, vous aimez ça. Bon, écoutez, continuez. Mais moi, je vais continuer à la faire debout. Point 2. Alors, à mon avis, là, j'ai posé des questions. La moitié des gens qui ont répondu à cette question-là vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout ces soirées ? Mon point 2, c'est, moi, j'arrive à jouir sans contact. Comme pour le paiement, mais au lit. Et aussi de zones moins connues de la plupart des gens. Donc, du coup, pour le sondage, j'ai demandé qui arrivait à jouir uniquement des fesses. Alors, attention, quand je demande des fesses, c'est le muscle fesse. C'est pas de l'anus. C'est moi, j'arrive à jouir uniquement du muscle des fesses. Si on me malaxe bien les fesses, j'arrive à jouir. Ensuite, j'avais demandé les oreilles parce que oui, moi j'arrive à jouir des oreilles. Donc c'est-à-dire que si on m'embrasse, on me lèche les oreilles, on me masse, etc. les oreilles, j'ai déjà joui uniquement comme ça. Et puis par contre, là j'ai quand même eu quelques retours où d'autres m'ont dit que eux aussi, c'est jouir des seins. Donc par stimulation des seins et uniquement, et là arriver à jouir comme ça. Apparemment, sur ce coup-là, je suis vraiment toute seule. Jouir sans contact, je vais vous lire un tout petit extrait quand même du livre Jouir parce que elle en parle. Donc je ne suis pas si seule que ça au monde, mais c'était suffisamment incroyable que pour qu'on en parle dans un livre. Donc à mon avis, on ne doit pas être très nombreuses dans ce coup-là. Et donc elle explique. Depuis qu'ils se sont attaqués à toutes sortes de phénomènes marginaux qui les ont aidés à bousculer les normes, à redéfinir la sexualité normale, ils ont orienté leurs recherches vers des femmes qui, comme Vanessa et comme l'éducatrice sexuelle Annie Springle, peuvent avoir des orgasmes par la pensée, qu'on appelle également orgasmes énergétiques. Des orgasmes sans contact physique, obtenus seulement par le fantasme et la respiration profonde. Voilà, mais ils en disent pas plus. Oui, je peux jouir sans contact. Après, je suis une intello du sexe, donc moi j'ai beaucoup d'imaginaire, je pense à beaucoup de choses, et ça m'excite énormément, voire même plus que le fait de le faire. Et donc que par juste resserrement des parois, en fait ça fait suffisamment de stimulation que pour pouvoir jouir. Et donc oui, je peux jouir sans contact, sans les mains, comme ça, olé. Mais je n'ai jamais rencontré qui que ce soit qui m'ait dit que lui aussi. Que nous disait le sondage ? Tout simplement des orgasmes, 0% avec les fesses, 4% avec les oreilles. J'ai quand même des gens sensibles des oreilles et 21% des seins. Donc ça, oui, on est raccord sur ce côté-là. Et puis j'ai 75%, aucun de tout ça. Vous avez besoin de stimulation plus directe, plutôt génitale, mais bon. L'ex-étudiante en sexologie vous conseille quand même. Parfois, il est intéressant d'érotiser l'ensemble de son corps ou différentes parties de son corps et de ne pas juste se centrer sur les parties purement génitales, tout simplement parce que parfois les parties génitales, elles peuvent ne pas être suffisantes. Et donc pouvoir être excité par une caresse sur l'épaule, par une caresse dans le dos, par des bisous à certains endroits. Ça sert tout simplement dans des situations où je sens mon excitation qui redescend un petit peu, et le fait de ne pas vouloir absolument avoir la stimulation au niveau uniquement du sexe va permettre de faire remonter l'excitation de façon assez facile. Or, il est rare que j'entende des messieurs qui disent par exemple quand ils se masturbent qu'ils se caressent le reste du corps. J'entends ça plus souvent chez les femmes qui vont dire moi je me masturbe et en même temps je caresse mes seins, en même temps je caresse mon cou, des choses comme ça. Les messieurs le font moins et en réalité ça va leur poser des problèmes parfois plus tard. Lorsqu'ils vont par exemple connaître des baisses de désir ou des choses comme ça, ils vont devoir apprendre à réérotiser le reste de leur corps parce que on peut être excité par plein de choses autres que juste de la stimulation au niveau du sexe. Donc si vous avez l'occasion de temps en temps d'explorer des parties de votre corps que vous n'explorez peut-être pas d'habitude, je vous garantis que même juste une paire d'oreilles peut être absolument hot. Ça c'était pour le point 2, il va aller plus vite vu que je me sens vraiment toute seule sur ce coup-là. Mais c'est pas grave, c'est gay aussi d'être toute seule sur son île de temps en temps.
Troisième point, là par contre, on rentre dans le vif du sujet. Les poils, c'est la vie. J'en ai déjà discuté. J'ai des copines qui me disent « Non, c'est hors de question !» Personnellement, j'adore les poils. J'adore les poils sur tout le corps. J'adore les poils sur le corps de mon partenaire. J'adore les poils sur mon corps. Pour vous raconter la petite histoire, c'est tout simplement que c'était un tout petit peu après le Covid que j'ai fait cette expérience. Jusqu'à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi je m'épilais complètement le corps sans même y réfléchir. C'était, depuis toujours, je m'épilais complètement. Et puis un jour, j'écoute un podcast sexy où il y avait justement un épisode qui parlait du fait que le gars couchait avec une femme qui n'était pas épilée au niveau du maillot et que c'était hyper excitant. Et j'ai écouté ce podcast, j'étais là... Oh, mon Dieu, je veux des poils. Et donc de là, en fait, j'en discute avec un pote à l'époque et on se lance tous les deux le défi de rester 4 mois sans s'épiler. Soyons clairs, j'adore les poils sur les femmes. Je trouve que les poils sous les bras chez les femmes, je trouve ça d'un sexy incommensurable. Et au niveau du maillot, j'avais le fantasme vraiment d'avoir une toison dans laquelle mettre ma main et que ça soit doux. Et vous voyez le rêve que j'avais. Et donc je me suis lancée dans ces 4 mois sans épilation en me disant oui, je vais avoir une toison. Gros fail. C'est-à-dire que, en fait, j'ai pas du tout calculé que, oui, on voit des femmes qui ont des magnifiques toisons, mais souvent, ce sont des femmes brunes. Il se trouve que je suis blonde. Il se trouve qu'effectivement, même sur mes bras, on ne voit pas mes poils. Sur mes jambes, on ne voit pas mes poils. Si je ne m'épile pas les jambes, en fait, personne ne capte. C'est juste que moi, je les sens au toucher, mais je ne les vois pas. Et au niveau du maillot, quelle ne fut pas ma déception lorsque, après les 4 mois, mon pote et moi, nous avons échangé nos observations. C'est-à-dire que, lui, il avait une toison et lui, ses poils mesuraient plusieurs centimètres. Moi, j'ai des poils éparpillés. J'ai un poil, puis pas de poil, puis un poil, puis pas de poil, etc. Et quand mes poils arrivent vaillamment à la longueur d'1 centimètre, 1,5 centimètre, vraiment pour ceux qui sont fous, vraiment je peux m'estimer heureuse. Donc en fait, je n'aurai jamais une magnifique toison à ce niveau-là, j'en rêve. Peut-être qu'un jour on fera des greffes de poils et on en viendra là parce que après tout, là c'est la mode des maillots épilés, encore qu'on en revient. J'ai l'impression que c'est de moins en moins la mode. Peut-être que d'ici 5-10 ans, on aura les greffes de poils pour toutes ces personnes qui se sont fait enlever les poils à l'épilation au laser puis qui vont avoir des remords. Donc je ne lâche pas mon rêve d'avoir une magnifique toison au niveau du maillot, mais alors je ne m'épile plus dans le sens à ras, je me laisse 1,5 centimètre pour la gloire. Mais en fait, le truc c'est que c'est tellement pathétique que même moi j'arrive pas à les regarder, donc du coup je fais c'est bon, j'enlève. Alors par contre dans l'autre sens, chez mes partenaires, j'aime ça quand ils ont du poil, j'aime ça quand ils ont plein. Après, je ne peux pas dire à mes partenaires ce que je veux. Ils font bien ce qu'ils veulent de leur poil. C'est-à-dire qu'on n'a pas le contrôle sur les poils de son partenaire. On n'oblige pas son partenaire à s'épiler si on aime bien les gens épilés ou à ne pas s'épiler parce qu'on aime bien les gens pas épilés. Il fait bien ce qu'il veut avec ses poils, c'est ses poils à lui. Mais je dis quand même toujours à mes partenaires, si c'est pour me faire plaisir à moi, que tu t'épiles alors qu'en fait t'aimes pas ça, ne pense pas que tu me fais plaisir en le faisant. Pourquoi j'aime les poils ? Tout simplement parce que je trouve ça super rassurant. C'est doux. Les mecs qui ont des poils sur le ventre, sur le torse, sur le maillot, sur les cuisses, partout. Moi, je ne demande que ça. Une fois, j'ai eu un partenaire qui était tout gêné de me dire qu'il avait des poils dans le dos. Je dis non, mais je m'en fous. Comme personne. Fais péter. Alors que dans l'autre sens, j'en ai déjà parlé avec des copines et j'ai des copines qui me disent non, mais quelle horreur, des poils dans le dos, mais non, mais. Et puis il y a ceux qui me disent oui, mais bon, on épile un peu, mais donc tant que c'est pas la forêt vierge. Vous voyez cette expression, tant que c'est pas la forêt vierge. Franchement, moi, la forêt vierge, j'en ai rien à foutre. J'ai envie de foutre mon visage dans une touffe et d'avoir des poils partout. Ne vous sentez pas mal avec vos poils, chérissez-les, parce que vous avez la chance d'en avoir. Que disent les stats ? Il y a une étude IFOP de 2021 qui dit que 14% des hommes ont les poils coupés et épilés intégralement, contre 24% des femmes, donc on est un peu plus nombreuses. Côté poils coupés ou taillés, mais non intégralement, j'ai d'un côté 41% des hommes et 48% des femmes, donc on est à peu près à égalité. Et pour les poils à l'état brut, j'ai 45% des hommes qui ont les poils à l'état brut contre 28% des femmes qui ont les poils à l'état brut. Donc, les hommes se laissent plus vivre à ce niveau-là. Et ensuite, deuxième chose qu'ils nous disent, c'est les raisons pour lesquelles les gens ont tendance à s'épiler. Et la première raison qui ressort, c'est pour les hommes, ils s'épilent à cause des pratiques sexuelles qu'ils aiment faire avec leur partenaire ou que leur partenaire pratique sur eux. Donc, par exemple, ils s'épilent pour les fellations, ils trouvent ça plus sympa pour leur partenaire. Chez les femmes, la première raison pour laquelle elles s'épilent, c'est le fait qu'elles considèrent les poils comme inesthétiques. Et on a quand même 10% des hommes et 6% des femmes qui disent qu'ils s'épilent parce que ça leur fait penser à des films pornographiques et que ça les excite. Donc voilà, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir. Les raisons sont diverses et variées pour
s'épiler ou ne pas s'épiler. Que disait le sondage, du coup, que je vous ai fait passer? Eh bien, j'ai 15% des répondants qui s'épilent toujours et totalement. J'ai 65% quand ça me chante ou pas totalement. Et j'ai 20% des gens qui me disent les poils, c'est la vie, je ne m'épile jamais. C'est un petit peu plus ventilé, il y a des avis différents, mais la majorité va quand même faire attention quand ça lui chante ou pas totalement. Donc voilà pour les poils, soyez gentils avec eux parce que moi je les aime. 4e point. Non, dans la vie, je ne simule pas. Si c'est nul, c'est nul. Pour plusieurs raisons. Premièrement, en tant que féministe, je me dis que simuler n'est pas un service à rendre aux autres femmes qui vont coucher avec le mec avec qui je couche, parce que s'ils pensent qu'il est un dieu du sexe et qu'en fait pas du tout, ça va faire du mal après. Et puis on connaît tous la fameuse phrase de « mon ex, elle s'en est jamais plaint ». Ah, je vomis cette phrase. Et moi, ma grosse question, c'est 1, est-ce que ton ex, elle avait le loisir de se plaindre? 2, est-ce que tu l'entendais quand elle se plaignait, si elle se plaignait? Donc souvent, je me sentais obligée parfois d'un peu simuler pour que le gars termine parce que j'en avais marre, quoi. La communication n'était pas brillante. Et puis moi-même, je savais pas que je pouvais me permettre de dire ouais, bon, écoute, gars, je m'emmerde, est-ce qu'on peut faire comme ci, comme cela? Et puis même si je l'avais fait, je pense que les gars n'étaient pas prêts et qu'ils l'auraient très mal pris. Aujourd'hui, je suis dans une relation beaucoup plus ouverte là-dessus et on peut en discuter, on partage. Et puis je sais ce que c'est que l'orgasme aussi maintenant. Je n'ai plus besoin de simuler. Si ça vient pas, ça vient pas. Je lui dis et il le prend pas mal et puis c'est tout. Parce qu'il a la maturité de l'encaisser aussi, quoi. Et enfin, est-ce qu'elle savait? Est-ce qu'elle avait la comparaison et donc est-ce qu'elle avait le recul que pour pouvoir se plaindre? Donc je vais vous lire un autre extrait du livre Jouir. Par ailleurs, dans cette peur d'en savoir trop, il y a quand même anguille sous roche. Car cette ignorance prétendument souhaitable est uniquement valorisée dans le domaine sexuel et uniquement dans le domaine sexuel féminin. Il existe une prime à l'ignorance, comme il existe une prime à la virginité. L'ignorance pouvant être considérée comme une virginité de l'esprit. C'est louche, non? À part les mauvais amants, les feignasses et ceux qui tirent leur pouvoir de notre frustration, qui a intérêt à maintenir cette ignorance? Donc voilà, moi ce que j'aimais particulièrement, c'est que Sarah Barmack a introduit un nouveau concept que je n'avais jamais entendu, c'était la désirabilité de l'ignorance. Ça me fait très fort écho avec cette obsession qu'il y a pour le moment à propos du body count, le fait que certains hommes préfèrent les femmes avec un bas nombre de partenaires, tout simplement parce que du coup elles sont plus ignorantes, peuvent moins être difficiles ou faire des comparaisons, ce qui est plus facile de penser être un bon coup au lit. Alors après, on est bien d'accord, on est tous le bon coup et le mauvais coup de quelqu'un, j'ai pas de problème. Moi je définirais le bon coup comme quelqu'un qui écoute, qui s'exprime et qui s'adapte, qui comprend que coucher avec une personne n'est pas coucher avec une autre. Et je pense que chaque fois qu'on couche avec quelqu'un de nouveau, c'est un apprentissage à refaire à zéro. Non, on ne me baisse pas comme la précédente. Par contre, aussi, un bon coup peut être quelqu'un qui va m'apprendre quelque chose. Effectivement, il y a peut-être des choses qu'il a fait par le passé qui ont bien marché, qui peut-être peuvent marcher avec moi alors que je n'ai jamais fait. Mais en tout cas, avant, il s'exprime à ce sujet et qu'il recherche mon consentement, c'est-à-dire pas juste un ouais, mais un vrai consentement, c'est quand je dis oui et qu'en plus je suis super enthousiaste à cette idée. C'est pas la même chose. Un mauvais coup, par contre, c'est le mec qui utilise mon corps pour se branler avec. Ça, vraiment, ça m'insupporte. Et je ne compte pas le supporter dans ma vie. C'est-à-dire que dès le moment où je vois qu'un mec utilise mon corps pour se branler, je le fous dehors. Pour la petite histoire, je voulais quand même vous raconter une anecdote. Oui, il m'est quand même arrivé de coucher avec quelques personnes ces 5 dernières années. Avant de coucher avec quelqu'un, en fait, j'explique un petit peu le fonctionnement de mon corps. C'est-à-dire que je lui avais dit, voilà, mes seins, c'est un petit peu compliqué. Parfois, ils sont sensibles. Pas les attraper, genre en mode vénère. Et donc, je lui dis ça. Il me dit, bien sûr, ma chérie, ton plaisir avant tout, blablabla, blablabla. Ok. Première chose, bien entendu, on commence à faire des trucs. Qu'est-ce qu'il fait? Il m'attrape les seins, mais vraiment, il me les broie entre ses mains. Il me montre que je suis pas contente. Il me fait « Oh, pardon ». Et puis ça continue. Et une deuxième fois, il le refait, quoi. Quoi ça sert que je dise que je déteste un truc si de toute façon, un quart d'heure après, tu feras bien ce que tu veux? Donc déjà, j'étais assez énervée. On continue. Et en fait, ce mec se met à me faire la technique du marteau-piqueur. Et là, je lui dis « Non, mais on va faire une pause, en fait ». Et ce mec a quand même... Il ose me faire « Oui, je comprends, tu as trop bon, tu veux faire une pause pour pas jouir tout de suite. » Comment vous dire que je fais partie des femmes que quand j'ai bon, toute la campagne autour est au courant. Je veux dire, l'écureuil qui est en train de faire un trou pour son gland au bout du champ est au courant que je suis en train de jouir. Donc non, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais pas en train de jouir. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, cette technique du marteau-piqueur, je lui dis, ça n'existe que dans le porno, mais dans la vraie vie, on le fait pas, ça. Pour quelques explications quand même, tout simplement, si vous tambourinez quelqu'un pendant X temps, en fait, le vagin est bien fait. À partir du moment où il a mal, il s'insensibilise. Et donc, vous ne sentez plus rien. Mais il se trouve que je n'ai pas envie de ne sentir plus rien. Je lui dis, moi, j'aime pas du tout comme ça. Je lui dis, mais tu sais, dans les pornos, si les meufs, elles crient quand on leur fait ça, c'est parce qu'elles sont payées. C'est pas parce qu'elles aiment. Je dis, moi, je suis pas payée assez. Il m'a dit, t'es une petite rigolote.
Alors que ça soit clair, dans la vie, il y a beaucoup de qualificatifs qui peuvent parler de moi et je les assume tous, mais petite rigolote n'est pas le mot qui me vient et je pense que c'est le mot qui vient à personne pour parler de moi. Là, je me suis dit, en fait, je suis en train de parler et ce mec ne m'écoute pas. Et il me dit que je suis une petite rigolote. Donc je lui ai dit, écoute, on va en rester là, je pense qu'on n'est pas compatibles et que c'est pas faisable qu'on couche ensemble. Hors de question qu'on me baise mal. C'est-à-dire que dans Sex and the City, Samantha Jones, elle le dit, baise-moi mal une fois, honte à toi, baise-moi mal 2 fois, honte à moi. Et donc non, je ne simulerai pas, je ne ferai pas semblant juste pour faire plaisir à quelqu'un. Alors après, il y a une façon de le dire, on est bien d'accord, je vais pas m'arrêter et faire, tu fais de la merde. Je ne pense pas que les gens soient des mauvais coups consciemment, volontairement, qui disent, aujourd'hui je vais mal baiser quelqu'un. Mais il est hors de question que je fasse semblant. Alors, que disent les stats à ce niveau-là ? Dans son livre, Sarah Barmack dit « Sans affirmer que nous sommes d'irrécupérables cancres sexuels, nos scores de satisfaction n'atteignent pas précisément des sommets. En 2014, seuls 28% des Françaises étaient sexuellement enchantés, 44% se disaient assez contentes, 19% étaient déçus et 9% franchement désespérés. Ce sont des chiffres de l'IFOP. Précisons en outre qu'on peut trouver de la satisfaction sans connaître l'orgasme. Ainsi, en 2015, la moitié des Françaises avaient parfois du mal à grimper au rideau et un quart n'avait pas eu d'orgasme lors des derniers rapports. Enfin, au gré des études, nous retombons toujours sur les mêmes chiffres de la simulation. Les 2/3 des femmes, un quart des hommes, mentent sur leur plaisir pour rassurer leur partenaire, mais aussi et surtout parce que ça ne marche pas. Retournons le couteau dans la plaie. On ne parle pas ici de mascarade exceptionnelle espacée dans le temps. 2% des femmes simulent à tous les coups, 9% souvent, 24% parfois. Enquête Zavamed. Ces chiffres, nous les connaissons, la presse les relaie amplement. On pourrait penser qu'ils nous feraient prendre conscience de ce qu'il faut bien appeler un manque de compétences. Nous ne sommes pas nuls, mais nous pourrions manifestement nous améliorer. J'écris nous car il ne s'agit pas d'une question individuelle. Des fantasmes jusqu'aux pratiques, de la pornographie jusqu'aux pensées qui nous parasitent pendant l'acte, nous croulons sous les codes culturels, les apprentissages conscients ou inconscients, les figures imposées. Que dit le sondage ? Alors là, franchement, c'est le sondage où j'ai eu le cœur brisé. Je n'ai pas été voir qui a répondu quoi, parce que premièrement, j'ai pas le temps, et deuxièmement, j'avais pas envie de me fendre le cœur par rapport à ça, donc je ne sais pas qui a répondu quoi et je ne veux pas le savoir. Mais dans tous les cas, j'ai donc posé la question. Au lit, j'ai déjà simulé. J'ai 41% de jamais. Cool. J'ai 45% de temps en temps. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui font semblant de temps en temps. Et ce qui m'arrache encore plus le cœur, c'est que j'ai 10% de souvent et j'ai 4% de à chaque fois. Et ça, vraiment, ça me fait de la peine que vous ne puissiez pas parler. Le lit, c'est bien un endroit où on peut être soi-même et où on peut s'exprimer, dire ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Que 4% soient obligés de simuler à chaque fois, je me demande pourquoi ? Si vous êtes obligé de le faire à chaque fois, pourquoi continuez-vous de le faire ? Ou peut-être qu'il y a des personnes qui ont répondu peut-être au passé, qui se sont dit, dans mes relations, il y a des relations dans lesquelles j'ai été obligée de simuler à chaque fois. Mais j'espère que ces relations sont finies. Et d'ailleurs, dans ce point 4, je vais quand même rajouter des petites sous-sections, c'est-à-dire que non seulement je ne simule pas, et d'ailleurs, je préviens mes partenaires que je n'aurai pas d'orgasme. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas d'orgasme dans mes relations naissantes. Pour que je puisse avoir un orgasme, il faut que les planètes soient tellement alignées. Je peux jouir, avoir du plaisir, passer un bon moment, mais l'orgasme, c'est encore autre chose. C'est vraiment un moment où je touche plus le sol, où je perds tout contact avec la réalité. Et pour ça, je ne saurais pas vous dire à quoi ça tient. Parfois, ça tombe et je m'y attends pas et je me fais ah bon. Je peux aussi me dire d'habitude j'ai plus facilement un orgasme comme ça sans pour autant que ça fasse que l'orgasme soit sûr derrière. La première chose que je dis à mes partenaires, c'est que non, je n'aurai pas d'orgasme avant un bon moment. Et donc il ne faut pas que ça devienne un objectif, parce qu'au final, plus on va en faire un objectif, moins je vais y arriver. Tout le côté alors ça y est, c'est mort. Parce que moi je fais partie des gens qui, soit ça vient et ça vient vite, je suis capable d'avoir un orgasme parfois en 2 minutes de temps, parce que j'y ai beaucoup pensé, et comme je suis fort intellectuelle dans le sexe, parfois je peux avoir un rapport sexuel, mais en fait ça fait 4 jours que j'y pense, donc ça fait 4 jours que je fais du préliminaire en fait. Mais une chose est sûre, c'est que tu peux ramer pendant des heures, si ça vient pas, ça vient pas. Donc ça sert à rien. La deuxième chose que je dis à mes nouveaux partenaires, c'est que non, l'orgasme vaginal, ça n'existe pas. Alors on va faire un petit peu d'anatomie. L'orgasme vaginal est en fait un orgasme clitoridien interne, parce que le clitoris, ce n'est pas juste le petit bouton qui dépasse et qu'on connaît. C'est tout un ensemble, et d'ailleurs je vais vous lire un extrait du livre Jouir où elle décrit de façon très précise ce qu'est le clitoris. En 2009, 2 gynécologues français, Foldès et Buisson, ont réalisé à l'aide d'un échographe une modélisation en 3D des centres du plaisir féminin. Ils ont demandé à 5 femmes de contracter leurs muscles vaginaux pour observer ces mouvements en direct au moyen d'une sonde échographique. Les images produites lors de cette étude montrent la structure clitoridienne dans sa totalité. Sa petite bosse externe, qu'on appelle le gland du clitoris,
clitoris sous lequel s'étendent de longues structures comparables à 2 jambes ou à des ailes et qu'on nomme piliers ou racines, ainsi que 2 bulbes qui enserrent l'entrée du vagin comme un os aveux. Pardon, des jambes et des bulbes. Et oui, c'est encore bien du clitoris qu'il s'agit. Le clitoris ne se limite pas au petit bouton hypersensible situé en haut de la vulve, ce petit nœud caoutchouteux auquel on le réduit habituellement. Comme un iceberg du plaisir, le clitoris ne laisse voir qu'une petite proportion de sa structure totale, dont la majeure partie est dissimulée sous la surface de la peau, à l'intérieur du corps. Le vrai clitoris est un organe très étendu qui contient à peu près autant de tissu érectile qu'un pénis. Avec son cou recourbé, ses ailes grandes ouvertes et son corps charnu, le clitoris, tel qu'il est représenté depuis cette découverte, évoque la silhouette d'un cygne. Et donc oui, je pense que l'on ne peut pas être un bon amant-amante si on ne connaît pas comment fonctionne ce petit organe absolument merveilleux et qu'il n'y a pas de honte à pas savoir, il y a une honte à pas être curieux. Mais l'orgasme vaginal, ça n'existe pas. Sarah Barmak nous dit « Nous savons aujourd'hui qu'un orgasme vaginal distinct est un mythe. La majeure partie des femmes, environ 70%, ne parviennent pas à jouir de la pénétration vaginale à elles seules, et pour celles qui y parviennent, c'est dû au frottement indirect du pénis contre le clitoris ou à la stimulation des tissus érectiles profonds dans les parois vaginales, probablement la partie immergée de l'iceberg clitoridien, les piliers et les bulbes. En gros, c'est la même chose, et la stimulation clitoridienne se trouve être une pratique plus directe et plus efficace pour atteindre l'orgasme. Le fait de prévenir mes partenaires que j'aimerais bien qu'ils se documentent sur le sujet, je pense que ça fait partie du fait que je ne simule pas. Passons au point 5. Alors là, je me sens très seule aussi, je sais pas pourquoi. Non, je me sens pas seule à 100% parce que j'en ai déjà parlé à 1 ou 2 copines, elles m'ont dit « Oui, maintenant que t'en parles, c'est vrai, mais j'y aurais pas pensé de moi-même. » Mais le point 5, c'est « Pour moi, la lingerie soignée pour les hommes, c'est oui. » Même au-delà de soigner la lingerie sexy, pour les hommes, c'est oui. Alors d'abord, j'ai voulu faire des recherches sur, est-ce que les hommes portent de la lingerie sexy ? On a tout entendu cette histoire, et où on l'a tout vécu, moi je l'ai vécu en tout cas, de ce truc où tu vas coucher pour la première fois avec un gars, et où t'as de la super lingerie, blablabla, que t'es allé acheter spécialement pour l'événement. Et tu es en face d'un gars qui a un pauvre boxer avec l'élastique à moitié au bout de sa vie, et avec un trou entre les 2 jambes. Merde! Si vous ne l'avez pas vécu, bande de petites vénards, je vous envie, mais moi, j'ai vu ce pauvre caleçon dégueulasse. Je me suis dit, qu'est-ce que t'attends pour le foutre à la poubelle ? Tout le monde n'a pas 200 € à mettre dans une guêpière, c'est pas ce que je dis. J'ai fait des recherches par rapport à des stats qui pourraient parler de, est-ce que les hommes mettent des sous-vêtements sexy ? Quelles sont les ventes de string à travers la Belgique ? J'ai pas trouvé ce chiffre. Le seul chiffre que j'ai trouvé, c'est le prix moyen par caleçon, c'est 5,33 €. On sent qu'il n'y a pas le gros investissement dans le matos, quoi. Je pense que juste bêtement, vous doublez le prix, vous avez quelque chose de dingue. Je ne pense pas avoir jamais vu un soutien-gorge qui coûtait 5,33 €. J'ai eu des réactions. Avec mon compagnon qui est pompier, on n'a pas de... Enfin, il met pas de sous-vêtements sexy, mais j'aime bien qu'il me reçoive, simplement avec une cravate. Ou évidemment, comme je kiffe le truc forme, qu'il me mette sa veste et son képi de sortie de pompier. J'aime bien aussi quand il met une chemise blanche avec un jeans foncé, je trouve ça super sexy. Donc ouais, non, pas de lingerie, mais plutôt comme des petites... Par contre, là, vous êtes allés loin dans l'imaginaire. Je n'allais pas si loin, les filles. Je ne m'attendais pas à des déguisements. Juste un beau caleçon, ne serait-ce que aller en soie, vraiment dans mes fantasmes ultimes, en soie. Mais bon, ça pourrait être en satin, que ce serait pas très grave. Mais juste ça, vous voyez, pas le bête truc en coton avec des Bart Simpson dessus, quoi. J'avoue, moi, vraiment le truc qui me fait marcher à 2000. Et pourtant, je l'ai jamais eu dans ma vie. Un jour, un mec fera ça pour moi, je le sais. Moi, je rêve du gars masculin avec un jean Levi's, le 501 et de la dentelle qui dépasse. Ça, franchement, ça me ferait marcher. Je suis désolée, mais pourquoi les mecs ne font pas ça ? Alors, je dis pas tous les jours, mais une fois de temps en temps, juste pour moi, que mon mec prend ma main, la glisse dans son pantalon et que je sens qu'il y a quelque chose de plus fou là-dessous, je pense que je pète un câble. Vraiment. Dans le bon sens du terme. Mais un tout petit peu d'effort au niveau de la lingerie, vraiment, je pense que c'est quelque chose, ça vous prendrait pas beaucoup de temps et je pense que ça aurait beaucoup d'effets. Il y en a peut-être qui vont me dire, non, un mec avec de la lingerie, moi, ça me ferait complètement retomber. Il y a pas de problème, faites bien ce que vous voulez, les filles. Mais moi, je prends. J'aime les mecs sûrs de leur masculinité et pour qui, de toute façon, avoir un string ou avoir une culotte en dentelle, ça ne bousille absolument pas leur masculinité. Ils savent qui ils sont et qu'ils n'ont pas de problème avec ça. La masculinité tranquille et assumée comme ça, vraiment, ça me fait marcher à 2000. Pour la petite info, les gars, ça se vend aussi dans les sex shops.
Et donc je vous encourage à aller voir ce qui sort et à faire une petite surprise à votre moitié. Que disait le sondage? Partagez à ce niveau-là. J'ai eu 40% de graou, que vous aimez bien ça, la lingerie sexy. J'ai eu 20% ça m'intéresse mais j'ai jamais eu l'occasion. Oh. J'ai eu 15% de c'est gênant. Oh. Et j'ai eu, là j'étais plus étonnée, 25% de inutile. Pour que 25% choisissent inutile, alors peut-être que vous aimez les garçons qui portent pas de sous-vêtements. C'est une autre possibilité. Et donc du coup vous êtes partagés sur cette question. Là j'ai pas de majorité sur ce sujet-là. Passons au point 6. Alors le point 6, c'est un sujet qui fâche, ou qui moi me fâche en tout cas. Pour moi, un rapport sexuel ne finit pas quand un des deux a joui. Il finit quand les deux ont joui. Et il se trouve qu'à ce niveau-là, oui, je juge. Franchement, si j'ai un partenaire et que ce partenaire jouit, et voilà, c'est fini, t'avais qu'à jouir, ma grande. Et ça s'arrête là, oui, je juge très fort les gens qui me font ce coup-là. C'est bien une façon de descendre en grade dans mes niveaux d'estime, c'est bien celle-là. Ou alors il y a pire, il y a le cliché. Ça, heureusement, j'ai jamais eu, mais le gars, voilà, il a joui, il se retourne, il dort. Ça, je suis capable de t'étouffer avec mon oreiller, hein, ça va mal finir. Mais ce qui est sûr, c'est que je m'attends à ce que mon partenaire se sente concerné par le fait que je jouisse et ne va pas en finir juste parce que lui a joui. Je peux comprendre que certaines personnes, par exemple, se disent « Oui, mais moi, une fois que j'ai joui, je deviens hypersensible et donc on ne peut plus trop me toucher. » Il n'y a pas de souci, mais il existe tellement de façons possibles et imaginables de pouvoir faire jouir quelqu'un que vraiment, je trouve qu'il n'y a vraiment aucune excuse à ça. Coucher avec quelqu'un, c'est pas une course, c'est pas au premier qu'aura fini qu'aura gagné et puis l'autre, écoute, tu retenteras ta chance. Non, ça pour moi, c'est pas possible d'être entendu. Alors, que dit le sondage? En fait, je me suis rendu compte que j'avais mal posé la question parce que j'ai posé la question de je m'aide d'un sextoy si je ne suis pas arrivée à jouir, alors qu'en réalité, j'aurais pu dire d'un sextoy ou d'autres manières. Là, c'est vrai que j'ai orienté ma question et je regrette un peu a posteriori, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, j'ai eu 22% de jamais, 50% de une fois de temps en temps, 17% de souvent, c'est mon fidèle compagnon, et 9% de je n'utilise pas de sextoy, donc fatalement. Donc voilà, mais j'ai quand même une bonne majorité de 52% qui disent de temps en temps, oui, il n'y a pas de mal de s'aider en fait de rapports sexuels, pouvoir finir. Entendu que c'est pas parce qu'on finit avec un sextoy que ça veut dire que son partenaire n'est pas bon. Ça n'a rien à voir, on n'est pas obligé de toujours finir en même temps. Je sais que dans les films, comme par magie, les deux partenaires jouissent également au même niveau, instantanément, etc. Dans la vraie vie, on va se calmer. Hein. Passons au point 7, les odeurs au lit. Moi, je trouve ça super excitant. C'est-à-dire que si j'ai fini un rapport sexuel et que j'ai encore les cheveux bien mis, que je suis pas recouverte de sueur ou de fluides divers et variés, je suis frustrée quand même. Le sexe comme je l'aime moi, ça doit être un peu sale. J'adore, par exemple, sentir l'odeur de transpiration de mon partenaire après une bonne partie de jambes en l'air. J'adore cette odeur. Voire même, plein d'entre vous vont me juger, vont trouver ça dégueulasse. Moi, ce que j'adore, c'est quand mon partenaire s'en va et que je retourne dans mon lit dans l'odeur de sexe. Je fais exprès, je n'enlève pas mes draps tout de suite, je retourne un peu dans cette odeur et puis seulement je mets mes draps à laver, mais j'adore cette odeur de sexe. Voilà, vraiment, ça fait partie de toute l'expérience et même le après qui reste comme ça dans mes draps. Je trouve ça hyper excitant. Après, voilà, chacun a ses goûts, les gars. Et d'ailleurs, de toute façon, sentir mon partenaire, pour moi, ça fait partie des trucs les plus excitants. C'est-à-dire, je peux voir mon partenaire se déshabiller, faire des trucs hot, mais sentir l'odeur de mon partenaire, c'est quelque chose de particulier. Et c'est même pas le parfum. Après, le parfum fait partie de l'odeur. Je pense que quand même, j'identifie mon partenaire à son parfum aussi. Mais il y a l'odeur de sa peau, vraiment, qui pour moi a beaucoup d'importance. D'ailleurs, il m'est arrivé une fois dans ma vie où l'odeur de l'autre ne me plaisait pas. Je ne suis pas restée avec lui très longtemps parce que il y a quelque chose au niveau de la chimie qui se fait à ce niveau-là. Alors aussi, donc il y a l'odeur de transpiration, mais il y a aussi l'odeur du sexe. Je trouve que l'odeur du sexe de mon partenaire, il y a rien de mieux. C'est une odeur particulière. J'arriverai jamais à la qualifier, mais chaque personne a sa propre odeur de sexe et qui, moi, va me rendre folle, quoi. Quand je sens l'odeur du sexe de mon partenaire, ça fait partie vraiment des moments où je vais avoir un pic d'excitation. Et j'ai déjà entendu des marques qui proposaient le fait de faire sentir surtout les vulves. Je sais pas pourquoi on ne parle pas de l'odeur des pénis, mais l'odeur des vulves, on trouve ça toujours pas bon. Et donc il y avait une marque comme ça qui proposait de faire sentir la vulve odeur bubblegum. Je me suis dit, mais quel enfer! Je veux une chatte qui sent la chatte, nom de Dieu! Non, votre chatte, elle ne sent pas mauvais, elle sent la chatte. C'est tout. J'ai une amie qui m'a raconté que pendant tout un temps, elle pensait que sa chatte sentait mauvais. Elle est allée voir une spécialiste qui lui a dit, mais c'est une odeur normale. Et donc oui, bien entendu que si vous avez une odeur qui est inhabituelle,
Là, ça pousse à s'inquiéter. Mais dans tous les cas, une vulve sans la vulve. Et donc, elle a une odeur particulière. Et cette odeur, croyez-moi qu'un partenaire qui vous aime à 100%, il aime aussi cette odeur-là. Ça fait partie de vous. Et donc, c'est normal que ça fait partie des choses qu'il va aimer chez vous. Et dans l'autre sens, l'odeur du pénis de mon partenaire, moi, ça me rend folle et j'adore ça. Et je ne voudrais en aucun cas que ça sente le bubblegum. Quelle horreur. Enfin, 2 autres odeurs. L'odeur du sperme. J'adore l'odeur du sperme. J'ai l'impression que je pourrais presque, dans ma tête, repenser à mes partenaires et me souvenir de l'odeur que leur sperme avait, tout comme le goût. Mais bon, je parle pas de goût aussi. J'adore cette odeur. Enfin, la dernière odeur dont j'ai pas parlé, ça va être l'odeur d'excréments lorsqu'on fait de la sodomie. Effectivement, ça ne fait pas partie des odeurs qui m'excitent, même si, j'ai envie de dire, si on pratique la sodomie, ça veut dire que ça fait partie des choses qui peuvent arriver. Et que donc, y a rien de honteux à ressentir une petite odeur parfois. La douche existe pour ça, hein. Si on n'aime pas ces odeurs-là, on ne le fait pas. Et puis c'est tout. J'adore aussi avoir sur moi l'odeur de mon partenaire après quand il s'en va. J'attends toujours un petit peu avant d'aller à la douche. Je garde un petit peu cette odeur sur moi. Et après, plein de copines m'ont dit « Mais non, quelle horreur, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je comprends tout à fait. Chacun ses délires. Que dit le sondage? Alors là, oui, une majorité s'est dessinée. Donc j'ai 12% de ça me stresse, je fais tout pour lutter contre. J'ai 73% de j'évite, mais si ça arrive, ça arrive. Et j'ai 15% de ça m'excite. Donc je me sens pas complètement toute seule, mais la grosse majorité évite, ce que je peux comprendre. Point 8. Les préservatifs féminins ou internes, c'est cool et hyper féministe. J'ai été amenée à tester les préservatifs féminins ou internes, tout simplement parce qu'on m'en a offert lors d'une soirée. Jamais on ne m'avait offert des préservatifs internes ou féminins à des soirées, alors que des préservatifs masculins ou externes, c'est assez courant. Mais là, j'étais étonnée d'en avoir. Et bien entendu, il a fallu que je teste. Vous me connaissez, je peux pas laisser ça puni. J'ai testé et effectivement, pour moi, c'est une grosse piste pour tout ce qui est tous ces mecs, je suis désolée, qui disent qu'ils ne veulent pas porter de préservatif masculin parce qu'ils ne ressentent plus rien, ou ça ne les excite pas, ou ça les fait débander, ou que sais-je. Alors après, je vais vous dire franchement, moi, un mec qui rechigne à mettre un préservatif... vous sentez venir le red flag. Hein. Après, c'est pas juste ça qui fait un red flag, mais si rechigne avec vous, ça veut dire qu'il a rechigné avec les 10 filles qui étaient avant vous. Donc, ou alors il s'est fait tester dernièrement, et alors là, il n'y a pas de souci, bien entendu. Encore qu'il n'y a pas que les maladies sexuellement transmissibles, il y a aussi tout simplement une grossesse qui peut avoir lieu aussi. Pour moi, je pense qu'un partenaire prend soin de moi aussi en portant un préservatif lorsqu'on a des rapports et qu'on ne se connaît pas encore super bien, qu'on ne s'est pas encore fait tester, etc., etc. Pour revenir à mon sujet, c'est que pour moi, le préservatif féminin, c'est vraiment une piste pour tout ce qui est reprise du pouvoir des femmes au niveau du lit et au niveau de la protection. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dépendante qu'un mec vous dise « Ah mais moi j'aime pas tellement ça ». Alors je vous explique le principe. Le préservatif féminin, c'est un espèce de rectangle qui peut se placer à l'avance. Donc c'est-à-dire que si vous pensez que vous allez peut-être avoir un rapport sexuel plus tard, vous pouvez le poser à l'avance. Moi j'ai trouvé ça très cool, tout simplement parce que ça fait que ça ne casse pas le moment. Les préservatifs masculins, y a quand même le moment où il faut ouvrir l'emballage, le sortir, pas se louper. Et ça peut casser l'intensité du moment, alors qu'un préservatif féminin, je le mets bien à l'avance et donc du coup je suis tranquille et sur le moment, on le fait et puis c'est tout. Et donc il n'y a pas à se poser de questions, je peux le mettre bien tranquille à l'avance, toute seule dans ma salle de bain, à mon rythme, sans aucun stress, je le garde. Ça se place exactement comme se placerait un tampon. En fait, à l'intérieur, il y a une espèce de petit cercle qui permet de le rigidifier. Vous le placez et tout simplement, il est en place, il est tranquille, vous n'avez plus à y penser. Et surtout, l'autre gros intérêt, c'est qu'en fait, on ne le sent pas du tout. Étant donné que c'est fait en polyuréthane ou en nitrile, j'ai fait mes recherches, ce sont des matières en fait qui vont se mettre à la température du corps. Vous le mettez à l'avance et il prend vraiment la température de votre corps. La seule chose qui fait capter qu'il y a un préservatif, c'est le fait qu'il y ait un morceau qui va rester externe fatalement, qu'il puisse ne pas s'en aller. Là oui, on va le voir et c'est le seul gros point négatif que je donnerais au préservatif féminin, c'est que il y a une partie externe qui elle reste sur la vulve et du coup si vous voulez faire du sexe oral, c'est un petit peu moins sympa. Il y a le côté externe qui lui n'est pas cool, mais le côté interne, c'est très large. Donc ça veut dire qu'il n'est pas question qu'un partenaire puisse vous dire je me sens serré. Même avec les préservatifs masculins, en fait cette excuse est complètement pipeau parce qu'en fait il y a des vidéos de démonstration où des gens mettent leur tête entière dans un préservatif masculin. Donc j'ai envie de dire que celui qui se sent serré raconte de la merde. Mais bon. Mais donc c'est très facile. À partir du moment où il est bien positionné, qu'il est très large, qu'il se met à la chaleur du corps, j'ai envie de dire il n'y a plus qu'à s'amuser quoi. Un autre désavantage malheureusement c'est que bien entendu les préservatifs féminins ou internes sont plus chers que les préservatifs externes comme d'habitude. Peut-être si on était beaucoup d'utilisateurs, c'est peut-être une raison
raisons pour lesquelles ils sont aussi plus chers, c'est tout simplement qu'ils sont moins utilisés. Donc je trouve que c'est vraiment un outil féministe de prise de contrôle de la protection des femmes et qui fait que on n'a pas à se préoccuper de savoir qui est-ce qu'on a en face de soi. On est protégé et on a ce qu'il faut et on s'en est chargé soi-même, même parfois plusieurs heures à l'avance, et ça c'est vraiment très cool. Franchement, si vous êtes un porteur de pénis, si vous avez du mal avec les capotes masculines, testez un coup ça, parce que vraiment c'est différent. C'est même étonnant en fait. De dire purée, je sens rien. Moi non plus en tant que femme, une fois qu'il est placé, je ne le sens absolument plus. Et donc du coup, ça fait des rapports qui sont beaucoup plus cool, quoi. Testez, dites-moi ce qu'il en est. Alors, que dit le sondage ? Et là, je me suis sentie plus seule que jamais. J'ai donc 89% des gens qui me disent « j'ai jamais testé ». Quasiment 90% des gens qui me disent qu'ils n'ont jamais testé. Et j'ai 11% des gens qui disent qu'ils ont déjà testé et que c'était bof. Faites-vous votre avis, dites-moi. Après, je vous préviens, c'est différent, effectivement. Mais parfois, différent, ça veut dire cool aussi. Point 9. Les débris folies, c'est la base. Je fais partie des gens qui pensent que le sexe, ce n'est pas inné, que ça s'apprend, et que ça s'apprend toute sa vie. Je suis une éternelle stagiaire du sexe. Et je le resterai toute ma vie. Parler de sexe après l'avoir fait, je trouve que ça fait aussi partie du plaisir. Alors attention, pas juste pour flatter son ego, style alors t'as kiffé à 100% ou à 200%. C'est pas ça la question. C'est pas pour l'ego, c'est vraiment vouloir savoir comment je peux être meilleure. Dans le livre Jouir, elle dit « Les femmes jouissent 2 fois plus lorsqu'elles sont en couple que lors de ce que l'on appelle les coups d'un soir, d'après une étude présentée en 2013 par Garcia. Il ne s'agit pas là d'un plaidoyer pour un retour aux valeurs monogames. Beaucoup de femmes apprécient autant que les hommes le sexe sans attache. Non, il s'agit plutôt de reconnaître que les femmes sont plus susceptibles de jouir si leur partenaire se soucie de leur plaisir et si les participants se sentent assez à l'aise pour communiquer leurs envies, ce qui semble plus rare lors des coups d'un soir. Certains hommes interrogés dans le cadre de cette étude ont même dit très clairement qu'ils s'inquiétaient moins du plaisir de leur partenaire dans le cadre d'un rapport sans lendemain. En comparaison, une étude menée par le professeur Garcia et publiée en 2015 avançait que les femmes homosexuelles, qui sont en général plus enclines à communiquer leurs besoins à leur partenaire, jouissaient à peu près les 3/4 du temps avec une partenaire régulière. Donc oui, la communication, bien entendu, c'est important. Faut pas forcer les choses, mais en tout cas, dans le moment juste après le sexe, je trouve, dans notre cocon, pouvoir se dire les choses, ça marche aussi. Et puis tout simplement, on peut aussi recevoir des choses de façon plus cool. On vient de faire du sexe, de toute évidence, c'était pas mal en tout cas. On peut recevoir parfois une petite critique ou l'autre sans pour autant se sentir mal, de se dire bah oui, la prochaine fois, je penserai à faire ça. Et puis tout simplement, dans la vie, on n'est pas censé deviner. Bien entendu qu'on va essayer d'être attentif au langage non verbal de la personne qui est en face de nous. Ce qui arrive aussi, par exemple, c'est que la personne va vouloir faire autre chose que ce que nous on a en tête, c'est-à-dire comme par exemple si moi j'ai envie qu'il pose sa main sur ma poitrine, peut-être qu'il voudra me toucher la cuisse, etc. Et en fait on est là en mode en fait on va pas forcément le dire, et je trouve qu'on est là à se dire ouais, j'espère qu'il va faire ça et tout, parce que c'est encore plus surprenant le fait qu'il le fasse en même temps qu'on y pense. On se dit ah ouais, c'est incroyable, ça arrive hors qu'on y pensait, et le truc c'est qu'ils font tout le contraire, et du coup des fois c'est chiant, et bon, c'est pas grave, mais parce que c'est pas notre faute, on le dit pas non plus, faudrait qu'on le dise, mais c'est comme je dis, c'est encore entre guillemets plus kiffant le fait qu'ils le fassent hors qu'on y pensait. Et aussi on peut aussi avoir des opinions différentes, et du coup on pense pas pareil, c'est un peu voilà, c'est un peu ennuyant, mais bon. Mais on peut pas toujours savoir si finalement c'était vraiment son truc à ce moment-là, et puis il y a des gens qui sur le moment ne peuvent pas dire parce que ils sont dans le feu de l'action, mais après de façon plus posée on peut dire, comme ça on sait pour la prochaine fois et on peut affiner les choses. Si je peux vous aider, je veux quand même vous donner 3 exemples de phrases que je pourrais dire. Donc vraiment, quand t'as fait ça, ça m'a vraiment fait monter. Et donc, on pourrait faire la liste de dire ah, vraiment, quand t'as fait ça de telle manière aussi. On pourrait dire aussi quand t'as fait ça, j'ai un peu moins aimé, ou ça, c'était moins mon truc. Une autre chose qu'on peut dire aussi à son partenaire, c'est la prochaine fois, n'hésite pas à. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir un partenaire qui est en face de nous. Sur le moment, il avait peut-être envie, mais il a peut-être pas osé parce qu'il savait pas si c'était tout à fait votre truc ou pas. Et dans le doute, on se dit ah non, je vais pas le faire parce que je veux pas la choquer ou des choses comme ça. Donc, tandis que de dire la prochaine fois, franchement, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, ça permet que la prochaine fois on va peut-être plus se lâcher, ça va être plus cool. Et puis il y a aussi toutes les fois où parfois notre partenaire fait quelque chose de bon mais ne capte pas exactement ce qu'il fait de bon. Par exemple, si j'ai mon partenaire qui en même temps me fait l'amour, en même temps me malaxe les seins, en même temps m'embrasse dans le cou et en même temps me dit des mots coquins, au final c'était quoi que vraiment j'ai aimé? Ça peut être l'ensemble de tout, mais parfois ça peut être juste une partie que j'ai vraiment aimé et l'autre partie c'était pas tout à fait ça. Donc ça permet de permettre à notre partenaire de nous connaître mieux
mieux. Et dans l'autre sens, de connaître mieux notre partenaire, de savoir vraiment ce qu'il attend ou ce qu'il n'attend pas au lit. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de poser des questions, même des questions qui peuvent être amusantes, de dire si je t'embrasse comme ça, ou si je touche comme ça, ou si je caresse comme ça. Il y a plein de jeux qui peuvent être faits par rapport à ça. Ça peut être extrêmement ou mignon ou hot. Si vous avez du mal avec le fait de discuter avec votre partenaire comme ça dans l'absolu, parce que parfois c'est difficile de dire j'aime ça, voilà, ou de dire à un autre qu'est-ce que tu aimes, parfois la question peut être bien vaste. Moi je vous conseille, il y a plein de jeux qui existent aujourd'hui pour pouvoir parler avec votre partenaire de sexe. Je pense notamment au jeu de cartes de Jouissance Club qui est génial. Je vous mettrai un petit lien que vous le voyez. Et donc il pose des questions un peu plus pointues. Et puis ne prenons pas aussi peut-être nos scénarios habituels comme étant des scénarios internationaux, c'est-à-dire que certains partenaires vont aimer certaines choses, d'autres vont détester, et même d'une fois sur l'autre. Parfois j'ai envie de certaines choses, parfois j'ai moins envie de certaines choses, et c'est ok aussi. C'est pas parce qu'une fois j'ai donné mon mode d'emploi à une personne que ce mode d'emploi il reste valable pour les 20 prochaines années. C'est normal qu'on change dans nos envies, que parfois on ait certains besoins et qui peuvent évoluer, mais si on n'en parle pas, on peut ne pas en parler. Je pense qu'il y a des gens qui arrivent à baiser tous les jours sans jamais en parler, mais ça veut dire qu'il faut vraiment avoir l'ouïe fine, quoi. Il faut vraiment être hyper attentif, et que moi, quand je baise, je suis pas super attentive. Je suis plutôt à ce que je fais. Donc si en plus je dois jouer au décodeur avec la personne qui est en face, ça va me demander énormément d'énergie. Tandis que si après on peut discuter, de se dire ah oui mais la prochaine fois franchement fais-moi ça, ça me rend dingue, j'ai envie de dire c'est de l'énergie gagnée qui sera bien utilisée au lit, c'est tout. Que dit le sondage ? Discuter après le sexe. 48% de cool, je le fais souvent, donc quasiment la moitié des gens discutent souvent avec leur partenaire. Continuez. 26% un peu gênant mais je le fais quand même, donc un quart des personnes trouvent ça gênant mais le font quand même. Je pense qu'il y a moyen de rendre ça ludique. Et 15% de inutile, pas besoin de discuter, et 11% de jamais fait. Il n'y a pas de problème si ça marche. Le problème c'est si ça marche pas. Mais si ça marche, continuez comme ça, c'est très bien aussi. 10. Le feu d'artifice final. Mon vrai avis impopulaire, que vraiment là j'ai du mal à trouver des potes sur ce coup-là. La taille ça compte, mais pas comme vous croyez. La taille du pénis, bien entendu, j'entends. Pas la taille de votre partenaire qui fasse 1m90 ou 1m70, ça va pas changer la face de la lune. La taille du pénis, encore plus, je pense que quand on pense à la taille, on pense à la longueur. Ce que je trouve parfois frustrant parce qu'en fait, moi, la largeur a plus d'importance que la longueur. Donc je ne sais pas pourquoi la plupart de la population se fixe sur la taille de la longueur. Mais donc, pour vous donner pourquoi est-ce que moi, c'est un avis impopulaire, c'est tout simplement que pour moi, oui, la taille compte, c'est-à-dire que quand c'est trop, c'est trop. C'est pas dans le sens que vous croyez. C'est pas une question de minimum, c'est une question de maximum. Alors accrochez-vous, j'ai une anecdote. Parmi mes j'ai failli sexuels, ça veut dire les gens avec qui j'ai failli coucher, mais finalement ça s'est pas fait. J'ai failli coucher avec un gars, donc voilà, on s'est vu plusieurs fois et tout. Finalement, je le ramène chez moi, c'est merveilleux, là, on fait plein de trucs. Et puis il défait son pantalon. Et là, un pain de viande. Vraiment, je trouve pas d'autres mots pour vous décrire l'animal. Je mettais 2 mains autour que ça dépassait encore. Niveau largeur, enfin voilà, j'ai pas envie de vous donner vraiment des détails, parce que j'ai pas envie de schémer les gens qui vraiment ont une grosse bite et qui peut-être le vivent mal. Et lui vraiment, quand j'ai vu le truc, je me suis dit je vais y laisser mes organes. Vraiment, j'ai une sueur froide dans tout mon corps. Je me suis dit mais jamais j'y arriverai, mais même pas tailler une pipe, ça ne serait jamais rentré dans ma bouche d'aucune manière, ni en longueur, ni en largeur, ni en diagonale, ni ce que vous voulez. Et là vraiment dans ma tête je me suis dit trouve une excuse, parce que le problème c'est que je ne voulais pas lui faire honte par rapport à la taille de son pénis, parce qu'en fait c'était quelqu'un qui était assez timide, et je me suis dit si en plus je lui colle quelque chose de négatif à propos de son pénis, le pauvre quoi, je vais pas en rajouter. Donc du coup je pouvais pas d'un côté être authentique et lui dire ah bah écoute ça passera jamais même si après plus tard j'ai eu cette conversation là avec lui, et donc sur le moment je lui ai dit bah écoute c'est bien si on en reste à de la masturbation aujourd'hui, quand c'est trop vraiment je n'aurais pas pu, et surtout je me suis dit je ne pourrais pas faire ma vie avec ce gars à cause de ça, parce que je me suis dit c'est pas possible que chaque fois qu'on va avoir de la sexualité je vais me sentir mal, je vais avoir mal, ça ne marchera jamais. Et donc cette relation s'est terminée à cause de la taille de son pénis, et c'est horrible à dire mais c'est comme ça, il y a un moment quand c'est trop c'est trop. Par ailleurs, le meilleur coup que j'ai eu ces 5 dernières années, et ben tout simplement c'était un gars que quand il s'est déshabillé je me suis dit oh mince il a un tout petit pénis, j'étais assez gênée, et en fait ce gars avait bien capté qu'il avait un pénis plus petit, même lui il le disait, il disait ma petite bite, mais il avait étudié le sujet quoi. On sentait que vraiment il savait ce qu'il faisait, comment il le faisait, enfin franchement c'était
Et donc là, d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, vraiment, ça n'a aucun rapport. La taille, ça compte quand c'est trop, mais quand c'est pas assez, en fait, il y a tellement de choses qui peuvent être faites et tellement bien faites que franchement, là-dessus, je ne comprends pas cette obsession par rapport à ça. Si vous avez une grosse bite et que vous dites, ah bah, il y a qu'à, mais non. Non. La taille, ça compte effectivement, mais pas comme on croit. Pas comme on croit, mais en tout cas, pour moi, parce qu'apparemment, vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi. Pour moi, la taille, ça compte. Dans la majorité de toutes mes relations, j'ai pratiquement toujours eu des hommes avec des pénis énormes. Je sais pas, j'ai un karma, le full package. Je suis peut-être pas hyper bien placée aussi pour donner mon avis, j'en sais rien. Mais moi, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir des pénis assez conséquents et donc j'ai l'habitude et je préfère quoi. Le sondage dit 76% que ça compte un peu quand même. Il y en a 17% qui ont dit que ça ne compte pas du tout et il y a 7% qui ont dit que ça comptait énormément. Donc voilà, 76% un peu quand même. J'imagine que vous pensez vraiment à des extrêmes ou des choses comme ça. Alors après quand même, pour rassurer ceux qui m'écoutent et qui en ont vraiment une grosse, simplement ce garçon a trouvé chaussure à son pied, c'est-à-dire qu'il est avec quelqu'un et avec qui ça fonctionne très bien. Donc j'ai envie de dire, il suffit de trouver quelqu'un compatible avec vous. Mais si vous pouvez, les gars, respirer un grand coup par rapport à la taille de votre bite, ça nous fera les vacances. Me voici arrivé au bout des 10 opinions impopulaires. Alors bien sûr, j'aurais pu en aborder d'autres. J'avais fait une liste qui était beaucoup plus longue. J'avais noté le skirting, le sexe et le silence, le sexe tout habillé, les positions pour le cunnilingus, les kinks, la masturbation à deux, etc., etc. Peut-être que je ferai un épisode 2, je verrai bien. Ou peut-être que j'aborderai ces sujets dans d'autres podcasts. On verra bien d'ici là. J'espère qu'au moins aujourd'hui, je vous ai un peu enlevé de culpabilité sur les épaules si vous pensez pas comme la plupart des gens. C'est pas grave parce que vous savez quoi, quand on fait du sexe, on est tout seul, ou on est avec des partenaires qui sont sûrs et donc on a le droit d'avoir des idées bizarres. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'attends vos réactions sur mon Insta ou sur Facebook. Je vous remercie d'être fidèles au rendez-vous. On se retrouve, à mon avis, plus vite que la fois passée pour le prochain épisode, je promets. Le prochain épisode sera sur la masturbation et la créativité. Je sais que j'avais dit que je faisais ça la fois passée, mais en fait, pour cet épisode-là, j'ai dû faire énormément de recherches. J'ai regardé énormément de choses et donc il faut que je fasse un gros travail de compilation. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu plus léger pour pouvoir me remettre en selle. Je vous fais plein de gros bisous et comme à chaque fois, soyez sages ou soyez coquins, mais faites ça bien. Bisous. Psst, ne t'inquiète pas, j'ai toujours pas baisé.